L'invité de ce matin sur Free Matin, Alain-François Adirou, bonjour. Bonjour cher ami, bonjour aux internautes. Vous êtes ancien ministre, membre de l'opposition non partisane. Alors, dites-nous, cette décision de la Sénat, comment on peut la comprendre déjà d'entrée? Je viens d'écrire un article là-dessus. Justement. Libéré des carcans et des contraintes que m'imposait le militantisme partisan, j'ai retrouvé mon aise d'un homme de réflexion, libre penseur, intellectuel engagé, qui prend la décision de dire les choses telles qu'elles devraient l'être, en direction... Sans considération partisane. Sans considération partisane. Donc c'est ce qui m'a permis d'écrire cet article-là. Mais je voudrais dire que dans un premier temps, je ne savais même pas que cette décision existait. J'ai observé dans l'opinion publique que beaucoup de gens parlaient de l'article 146, notamment en ces points qui font un peu clivage, 20% à réunir par les partis politiques à l'occasion des élections législatives. Et puis je me suis dit, mais attends, c'est vrai, les élections législatives sont très importantes, mais plus importante encore, l'élection présidentielle, c'est une élection majeure. Tout à fait. Et il y a l'article 132 nouveau qui fixe des contraintes qui me paraissent draconiennes. Alors j'ai décidé de lire à fond cet article-là, à la limite de m'indigner, de m'insurger dans un article. Je préparais cela quand j'ai appelé un ami pour partager mes préoccupations avec lui. Il m'a dit, mais non, Fofo, il y a une décision que la Sénat a prise assez récemment, le 18 juillet. Il a dit, ah bon, mais donne-la moi, tu l'as? Il m'a dit, oui, je l'ai. Je l'ai reçu, je l'ai lu, et j'ai vu au niveau des pièces individuelles à fournir un point qui a retenu mon attention. Et à partir de là, j'ai réfléchi et dit, bon, mais si c'est comme ça, ben, je pose la question, est-ce que cette décision-là annonce une ouverture? Et je sors l'article. Et en le sortant, cet article, j'ai vu l'intérêt que cela a provoqué au niveau des uns et des autres, notamment de certains courants politiques qui ne savaient pas que la décision existait aussi. Beaucoup ne savaient pas. Beaucoup le savaient sûrement aussi. Hein. Tout à fait. Donc, ça m'a permis d'écouter les uns et les autres et de défendre mon idée. Alors, vous étiez en train de dire... qu'est-ce que c'est? J'ai posé une question. Est-ce que la décision marque une ouverture? Que dit déjà la décision pour rappeler à nos amis internautes qui n'ont pas peut-être suivi ou lu cette décision-là? D'accord. Le 18 juillet. La décision, la Sénat a le pouvoir d'élaborer des modalités d'application des lois. C'est une institution qui est chargée d'organiser les élections. Tout à fait. Donc, à partir des lois fixées par le législateur, promulguées par le chef de l'État, la Sénat, qui est chargée d'organiser les élections, dit à l'opinion publique, aux acteurs, comment est-ce que telle loi va être mise en application. Donc cette décision relève de cette prérogative-là de la Sénat. La décision a fixé les conditions de recevabilité des dossiers de candidature des citoyens qui veulent être candidats. Dans une première partie, les pièces collectives, les pièces communes, et dans la deuxième partie, les pièces individuelles. Et à un certain point, la Sénat dit que les candidats aux élections, ou tout au moins les candidats à la candidature, doivent fournir les preuves de leur désignation par le parti ou la coalition de partis détenteurs de parrain. C'est ça, le résumé. En réfléchissant et en rapprochant ça de l'article 132 alinéa dernier, j'ai observé que la Sénat a simplifié tout en restant fidèle au texte initial. Mais, monsieur le ministre, dites-nous, que dit concrètement le code électoral, pour ne pas dire la loi? Le code électoral, en son article 132 nouveau, dit exactement ceci, à propos du parrainage, que les députés et ou maires, donc les parrains potentiels, pour parrainer, ils ne peuvent parrainer que les candidats de leur propre parti politique. Mais toutefois, donc déjà au niveau du code, il y a une ouverture. Toutefois, en cas d'accord de gouvernance entre un parti et le parti propriétaire des parrains, ce parti-là, s'il a un membre qui est candidat à la présidentielle, le parti et le monsieur peuvent négocier, dans le cadre d'un accord de gouvernance, négocier avec le parti propriétaire des parrains pour que celui-là
qui n'est pas membre du même parti que les parrains initiaux puisse avoir le parrainage nécessaire. C'est ce que dit le Code électoral en son article 132. Maintenant, que dit la décision de la Sénat? Merci d'y arriver. La Sénat dit, en interprétant cet article et en définissant les modalités de son application, la Sénat dit en un point, et je cite, que les candidats, il s'agit des pièces individuelles pour chaque candidat, que les candidats devront fournir les preuves de leur désignation par le parti ou la coalition de partis qui détient les parrains. Ça veut dire en termes clairs que si je ne suis pas membre du parti A et que le parti A a des parrains potentiels et que j'ai besoin de ces parrains-là, je ne suis pas obligé d'appartenir à un parti politique initialement, mais je peux me présenter au parti propriétaire des parrains pour négocier. Et si je convainquais de comment nous pourrons travailler demain, si je convainquais, alors ce parti qui a des parrains, à la limite supplémentaire, donne son accord pour que je bénéficie donc de l'appui des parrains pour devenir candidat. C'est ça ce que la Sénat a expliqué. Et j'ai trouvé que c'est un allègement important, un assouplissement des conditions draconiennes qu'impose le Code électoral en certains de ses articles. L'exclusion qui était souvent dénoncée à ce niveau précis me paraît assouplie. Donc quand j'ai écrit l'article, j'ai fini par un point d'interrogation. Est-ce que la décision de la Sénat... Est-ce une ouverture? Est-ce une ouverture? Pour vous, c'est une ouverture? Je saisis l'occasion de votre plateau pour répondre à la question et dire oui, c'est une ouverture. Alors, et j'explique. Oui, argumentez. Le parrainage chez nous, vraiment, comporte des difficultés. Déjà, on dit que ça existe partout, le parrainage. Justement, j'allais vous poser la question. Est-ce que vous ne voyez pas dans ce méli-mélo-là une clochardisation des parrains? Parce que vous avez dit tout à l'heure que le parti détient les parrains. Ça veut dire qu'en réalité, les parrains eux-mêmes n'ont aucune volonté à exprimer sur le choix ou non de parrainer tel ou tel autre candidat. Exactement. Mon analyse va être... Pourquoi les nommer encore parrains alors? Focalisée en 2 points. Oui. Mon analyse en 2 points. Le pouvoir. Premièrement, le parrainage existe ailleurs, en France. Je prends le cas de la France, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, par exemple. Oui. En France, c'est un parrainage institutionnel. Ce sont les élus. Vous n'êtes pas obligé de soutenir forcément le candidat de votre propre parti politique. C'est vrai que ça ne saute pas, ça ne se présente pas bien si vous soutenez quelqu'un d'autre. Voilà, de bienséance, de logique, à la limite de morale, de etc. Cohérence également. De cohérence, etc. En Côte d'Ivoire et au Sénégal, ce sont des citoyens et ou des électeurs qui vous parrainent. 500 électeurs, citoyens en Côte d'Ivoire, etc. Le Bénin a également institué le parrainage institutionnel. Ce sont les élus. En France, il n'y a pas de filtre drastique. Il n'y a pas de limite. Donc, il n'y a pas de parti politique qui bloque ce que vous venez de soulever tout à l'heure. Alors, il y a plusieurs articles de notre Constitution qui montrent que le parrainage tel qu'il est institué chez nous n'est pas une bonne chose. Je prends un premier article. L'article 3 de la Constitution parle de la souveraineté du peuple. C'est le peuple qui détient la souveraineté. Et je fais un petit retour à la conférence nationale. Quand nous avons été à la conférence nationale, il a été décidé que les Béninois qui auront moins de 40 ans ou plus de 70 ans ne pourront pas être président de la République, ne pourront pas être candidats. Mais quand la décision a été prise au PLM Alédio, il a fallu la validation par le peuple. On a eu un référendum. Tout à fait. Le peuple détenteur du pouvoir, donc de la souveraineté, a le droit de dire certains des miens, des citoyens, qui n'ont pas 40 ans ou qui ont plus de 70 ans, ne peuvent pas être présidents. Donc oui, ça peut passer. Mais depuis lors, qu'est-ce qu'on observe? Nous observons que les élus ou les acteurs politiques se font des crocs en jambes entre eux, se limitent des choses. On parle de l'exclusion.
tant que ça se passe entre acteurs politiques, on peut à la limite dire c'est leur affaire. Tout à fait. Mais quand le parrainage prend quelque chose comme ça en compte, le parrainage interdit que des candidats non partisans ne soient pas candidats, des citoyens non partisans ne soient pas candidats. C'est donc très restrictif. Ça veut dire que le peuple n'aura pas le choix d'aller d'aller aux urnes en se disant mais tel, je l'accepte. C'est seulement les partis du pouvoir et le parti, les démocrates, n'est-ce pas? Ce sont ces trois partis-là seulement qui doivent nous dicter, nous doiter qui va être notre candidat ou qui vont être nos candidats demain. Justement. Actuellement, au regard du code, nous avons la possibilité de 6 duos de candidats. FCBE, qui n'a pas de député, qui a 6 maires, même si tous les 6 maires ne se réclament plus du parti, c'est quand même le parti qui a les 6 maires, mais il leur manque 26, il leur manque 26 députés. Ils peuvent négocier, mais actuellement, ils ont la possibilité de soutenir 0 candidat, 0 duo. Les LD, parti de l'opposition, un seul duo. Le BR, Bloc républicain, 2 duos. L'UP Le Renouveau, 3 duos. 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Même si je ne suis pas d'accord avec le parrainage tel que c'est institué, parce que les implications sont très nombreuses, hein, au plan constitutionnel, au plan politique. Allez-y, développez un peu pour qu'on puisse... Au plan constitutionnel, j'ai dit déjà que l'article 3 est violé. La souveraineté du peuple, on ne lui accorde plus cette souveraineté-là. C'est comme si les acteurs politiques sont plus souverains que le peuple lui-même. Si on lui interdit d'avoir des citoyens candidats, c'est qu'on brime le pouvoir, les attributions du peuple. D'accord ? Voilà. Il y a aussi plusieurs autres articles. Hein. Il y a l'article 26, si mes souvenirs sont bons, qui parle de la légalité. Hein, de l'égalité, de la non-discrimination des citoyens, etc. Or, ce parrainage tel que c'est institué viole. On n'est plus égaux, on est discriminé, etc., etc. Donc, même si je ne suis pas d'accord avec le parrainage tel qu'il est institué, je trouve qu'il y a possibilité quand même que nous ayons 6 duos de candidats. Avant de penser... Lorsque vous pensez qu'il y a une possibilité de trouver 6 duos de candidats, est-ce que pour vous, vous pensez que l'Union progressiste le renouveau qui peut parrainer 3 candidats, le BR qui peut parrainer 2, doivent peut-être épauler les autres formations politiques régulièrement constituées qui ont la possibilité d'avoir des candidats? C'est ce que la Sénat est en train de dire. Moi, je ne lis que la décision de la Sénat et je l'interprète. C'est ce que la Sénat est en train de dire. Supposons que chacun de ces partis du pouvoir, le BR, l'UP Le Renouveau, ait un duo de candidats. Ça fait 1 et 1. Or, à 2, ils ont la possibilité de parrainer 5 duos. Pourquoi allons-nous gaspiller, entre guillemets, des parrains? La loi dit au moins 28. D'accord? La loi n'a pas dit au plus. Mais ce n'est pas parce que c'est dit au moins qu'on va en donner 50, 60 à un seul duo de candidature et bloquer, j'allais dire, la souveraineté du peuple. Vous me suivez bien. Donc, le BR peut parrainer un duo. Il lui restera un duo en réserve. L'UP Le Renouveau peut parrainer un duo. Il lui en restera 2 en réserve. Les démocrates, ils n'ont qu'une seule possibilité. Mais si le BR et l'UP Le Renouveau s'entendaient, faisaient un accord de gouvernance entre eux et qu'ils ne dégageaient qu'un seul duo, il restera 4 duos. BR, UPR, un duo. Le LD, un duo. Or, ils ont la possibilité de parrainer 6 duos, donc il restera 4 duos. Possibilité de 4 duos. Pourquoi allons-nous gaspiller? Je dis bien, je ne suis pas d'accord avec les articles qui font problème du parrainage, mais je dis il y a une ouverture. Pour vous, il ne doit pas avoir de gaspillage de parrain. Il ne doit pas avoir de gaspillage, il ne doit pas avoir de clochardisation. Je rappelle que vous avez bien dit, en temps au détour d'une émission, qu'il faut que Patrice Talon ouvre le jeu pour qu'au niveau des offres, le peuple trouve un peu plus d'opportunités, qu'il trouve parmi les candidats quelqu'un à qui il va dire, en lui confiant sa destinée, tu continues une grande partie de ce que Talon a fait de bon et tu corriges ses insuffisances. Exactement. Qui au Bénin ici va dire que Patrice Talon n'a pas fait quelque chose, n'a pas fait de bonnes choses, n'a rien fait? Il n'y en a pas. J'entends même les amis de l'opposition dire, ça crève les yeux. Qui va dire que tout ce qu'il a fait, c'est bon? Non, nous sommes des humains.
Donc nous sommes limités dans nos œuvres. Tout à fait. Qui va dire qu'il n'a pas travaillé, que tout ce qu'il a fait c'est pour sa famille, pour ses enfants? Non, il a fait des choses pour le Bénin. Donc pour moi, quiconque sera président de la République à la suite du talon, qu'il relève de la mouvance actuelle ou de l'opposition actuelle, quiconque est obligé de servir le pays à la suite du talon. Donc, c'est normal que nous sauvegardions la paix. C'est normal qu'on se préoccupe de cela. Donc, si on ouvre et qu'on a plus de 2, plus de 3, jusqu'à 6 duos de candidats, on trouvera des candidats indépendants qui se prononcent actuellement, mais qui n'ont pas la possibilité de passer par les partis politiques pour avoir des parrains. Donc, oui, je défends que c'est possible et que c'est bien ce que la Sénat est en train d'ouvrir et que nous devrions normalement entrer dedans, dans cette dynamique-là, pour que les partis politiques, les deux de la mouvance notamment, le BR et l'UPR, nous donnent l'opportunité, la possibilité que des candidats indépendants aient des parrains auprès d'eux. Il y a un élément que je veux souligner. Lequel? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont de l'opposition. Il y a des gens qui sont de la mouvance. La mouvance de demain, elle est différente de la mouvance d'aujourd'hui. Quel que soit Alpha, elle est différente de la mouvance d'aujourd'hui. On peut être de l'opposition aujourd'hui. Et de la mouvance de demain. Et de la mouvance de demain. On peut être de l'opposition d'aujourd'hui et de la mouvance d'aujourd'hui et se retrouver dans la mouvance de demain. Donc que plus personne ne dise que les candidats qui vont probablement négocier et avoir des parrains, que ce sont des traîtres. Ce ne sont pas des traîtres. Mais est-ce que ça ne veut pas dire, comme l'a eu à le dire même tout à l'heure, que ça veut dire que ce sont les partis politiques exclusivement qui définissent le jeu politique pour les élections présidentielles? C'est une grande entorse. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça fait partie de ce que je dénonce, des implications négatives. J'ai parlé d'implications politiques et je n'ai pas eu le temps de développer cela, n'est-ce pas? La suprématie des partis politiques. Mais c'était ça l'essence de la réforme du système partisan. Oui, on a voulu rendre les partis politiques forts, mais... Oui, mais il y a est-ce qu'ils sont devenus plus que forts que... Non, il y a beaucoup d'injustices. Il y a beaucoup d'injustices. Il y a beaucoup d'injustices. Par exemple, aujourd'hui, un parti politique qui se réclame fort, il est fort parce qu'à la base, il a eu les ressources de nous tous pour travailler, au détriment de certains partis politiques qui n'ont pas les mêmes ressources. On dira, mais ce parti politique n'a pas les ressources parce qu'il n'a pas suffisamment d'élus. Mais on connaît, on sait comment tout ça est arrivé. Donc, la réforme du système partisan a des points de réussite, mais des points de faiblesse. Le moment venu, on devra s'asseoir calmement pour enlever tous les écueils, n'est-ce pas, et continuer la construction pacifique de notre pays. Je souhaite fortement que les élections qui arrivent, surtout parce que ce sont des élections générales, que nous n'avons jamais connues, avec beaucoup de difficultés. Il faut 109 multiplié par 2 candidats pour les législatives dans chaque parti politique. Il faut 3000 et quelques candidats pour les élections communales, municipales, etc. C'est très lourd. Moi, mon souhait, c'est que, à défaut d'avoir des élections transparentes et crédibles, ces qualificatifs-là, je ne les utilise pas pour le moment, il faut quand même avoir des élections inclusives et apaisées. C'est d'abord le premier pas. Et la décision de la Sénat permet d'avoir des élections pacifiques, apaisées et des élections inclusives. On verra plus tard la question de la transparence et de la crédibilité. On va y revenir probablement peut-être la semaine prochaine. Dernière question pour conclure. Est-ce que vous croyez à la volonté politique des partis politiques d'aller dans le sens indiqué par la Sénat, selon votre interprétation, lorsqu'on a eu à parler tout à l'heure de cohérence politique? Est-ce que vous pensez que les partis politiques, eux, vont parrainer d'autres candidats que les leurs? Le problème ne se pose pas beaucoup, ou pas du moins de la même façon, au niveau du parti Les Démocrates. Ils n'ont que 28. Un seul duo à soutenir. À leur niveau... Et il faut prier beaucoup que à leur niveau, aucun n'ait aucun problème. Aucun n'ait aucun problème, puisque l'autoparrainage est possible, c'est possible partout, c'est possible, et que sagesse pour sagesse, qu'ils se convainquent que leur candidat doit être un candidat, je dirais, fort. Les démocrates. Les démocrates. Un candidat qui appelle respect, considération. Bon, dans le peuple, quand les gens vont se déclarer candidat, on verra. Mais si on préfère
désigner, j'allais dire, n'importe qui et n'importe comment, pour penser que ce candidat-là ou leur candidat va bénéficier de la bénédiction de tel ou tel. De tel ou tel, parce que le peuple voudrait probablement voter contre le régime en place. J'ai mis ça au conditionnel, n'est-ce pas? Donc, surfer sur l'insatisfaction du peuple, si on se la joue simplement comme ça peut échouer. Parce que l'opposition n'est pas forte, n'est pas rassemblée. Il y a l'opposition parlementaire, l'opposition non parlementaire, l'opposition non partisane, etc., etc., la société civile, etc. Donc, ce que les démocrates ont à faire, c'est de bien réfléchir pour choisir le candidat qui va leur permettre de bien affronter le candidat d'en face. Un duo qui rassemble. Qui rassemble. Pareil aussi pour la mouvance aussi. Oui, mais puisque eux, ils ont, j'allais dire, un genre de pléthore de parrains possibles, d'accord? Qu'ils en désignent un ensemble ou chacun un, il va rester 3 ou 4. C'est à ce niveau-là surtout qu'il faut ouvrir. Et je pense personnellement qu'au-delà des présidents de ces deux formations politiques, le BR et l'UP Le Renouveau, le président de la République doit permettre à Mouel et Renaissance Nationale aussi, c'est ça? A un grand rôle à jouer. C'est lui qui va partir. C'est de lui qu'on va dire, pendant qu'il était là, il a complètement verrouillé tout. Et que le peuple s'en est sorti complètement démuni de son pouvoir, de sa souveraineté, etc. C'est lui qui va en payer les pots cassés. C'est lui qui va en payer le prix. Parce que ça va faire partie du passif de son bilan. Par contre, s'il arrivait à convaincre, il devrait arriver à convaincre. Vous avez déjà BR, UP Le Renouveau, vous avez déjà vos duos. Ouvrez vers les citoyens et les candidats indépendants. Et ça devrait tout s'étendre vers Mouel Bénin et Renaissance Nationale, selon vous. Bon, là, cette analyse, on peut encore la faire, mais attention, parce que, si vous permettez, je vais la faire très, très rapidement, avant de l'approfondir quand vous m'en donnerez l'occasion. C'est la même mouvance. S'il y a beaucoup de candidats de la même mouvance, ils vont se fragiliser. S'il y a beaucoup de candidats, ils vont se fragiliser sur le terrain. À mon avis, politique pour politique, c'est vers les candidats indépendants que le BR et l'UPR, grâce au président Talon, devraient regarder pour dire lesquels parmi eux sont peut-être plus conciliants, qui peuvent peut-être comprendre tout ce que nous avons fait jusque-là, peuvent nous aider à corriger nos insuffisances. C'est à ce niveau-là que les négociations doivent se faire. Et je pense que c'est ce que le peuple attend. C'est ce que le peuple attend. Merci à vous, Alain François Adirou, pour ce moment d'échange. Merci à vous. J'espère que vous serez disponible la semaine prochaine. On va y revenir beaucoup plus en profondeur. Un petit commentaire pour conclure. Je vais simplement inviter les Béninois, les citoyens au calme. Tout se passera, selon moi, tout se passera dans la paix, dans la quiétude. Il suffit surtout de rester vigilant quant à la défense du bien national. Une nation est presque sacrée. Et nous n'allons pas continuer à nous battre. Violence pour violence, c'est non. C'est non. Merci à vous, Alain François Adirou. Je rappelle que vous êtes ancien ministre, membre de l'opposition non partisane. C'était l'invité matinal de ce matin sur Free Matin. Ainsi prend fin d'ailleurs même Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.